Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Depuis plus d'une décennie, le nom Alassane Ouattara résonne au cœur de la Côte d'Ivoire. Pour certains, il incarne la renaissance économique du pays. Pour d'autres, son bilan cache des zones d'ombre qu'on ne peut plus ignorer. Alors, entre succès indéniables et critiques persistantes, où se situe vraiment la vérité? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur le vrai visage du bilan d'Alassane Ouattara. Préparez-vous à découvrir des révélations et analyses qui pourraient bien changer votre regard sur plus d'une décennie de pouvoir. En 2000, M. Alassane Dramane Ouattara disait ceci. Il ne reconnaît aucunement, d'accord, la Cour suprême en termes de décision. Et il réclamait, je vous donne la date, je vous donne la référence, 28 octobre 2000, journal Le Parisien. Vous pouvez aller le lire, vous le notez. Il dit qu'il ne reconnaît aucunement cette institution et demande absolument la reprise des élections en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Car 2/3 de l'électorat ivoirien a été écarté concernant la non-admission de M. Henri Konan Bédié et sa candidature. Est-ce que pour vous c'est républicain cela? Parce que, je donne un exemple qui est assez light, assez léger pour parler en français, pour le cas de M. Ziggy, parce que M. Ziggy n'a même pas en fait condamné le Conseil constitutionnel. Il a juste dit allons assister à la décision. Là, on a les propos de M. Ouattara dans une posture d'opposant qui plus tard deviendra chef d'État. Il disait en tant qu'opposant, et quand on est opposant, on est républicain, d'accord? Il disait qu'il ne reconnaît aucunement la Cour suprême parce que 2/3 de l'électorat en Côte d'Ivoire n'est pas représenté et il insistait sur la reprise des élections. Comment prenez-vous cela, vous, aujourd'hui? Déjà en 1995, quand le président de la République actuel, M. Alassane Ouattara, oui, a été écarté de la magistrate de la course à la candidature, oui, et il a dit à ses proches, cette loi a été faite pour me barrer la route, oui, mais elle est faite contre moi. Je sais qu'elle, ce n'est pas une bonne loi, mais je vais la respecter. D'accord. Donc quand je vous dis cela, est-il républicain ou pas? Ah bah là c'est républicain. Ah mais voilà, donc je vous retourne la question aussi. C'est républicain. Voilà, je vous retourne la question. C'est républicain. Voilà. Là je ne parlais pas de 95, je parle de 2000. Moi je parle de 95. Ah non, donc en fait on choisit la républicanité selon on choisit pas. Vous parlez de la même personne, et moi je vous donne aussi un propos. Mais monsieur Tiefoura, pour être cohérent, cette même personne doit être toujours républicaine. Oui, mais elle est républicaine. Ah non, en 2000, qu'est-ce qui s'est passé en 2000? Il faut qu'on aborde d'autres thématiques. C'était pour lui dire que ce qu'il est en train de dire, c'est vicieux en fait. Ah bon? Oui, c'est vicieux. Pourquoi? Parce qu'en 2000, oui, il faut situer tout le contexte qui était là. On parle du coup d'état du général Robert Guéhi, oui, qui voulait coûte que coûte. Il y a plein d'anecdotes là-dessus que je peux vous citer. D'accord. Mais on n'est pas là pour cela. Et après, on arrive à quoi? On vous regarde droit dans les yeux, vous n'êtes pas avec moi, droit dans les yeux. Après, à un moment donné, toute la classe politique ivoirienne a été écartée au profit de qui? Parce qu'ils pensaient pouvoir manipuler Laurent Gbagbo. Alors, donc en fait... J'arrive, j'ai pas fini. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Arrêtez, laisse-moi finir. Non, c'est intéressant parce que vous me donnez des exemples assez intéressants. Alors en 95, M. Ouattara était républicain sur une décision unique, parce que c'est une décision. Lui-même, il a reconnu que non, cette loi a été mise en place pour m'écarter. C'est quelque chose. Mais alors qu'il n'était pas concerné par la loi. Mais oui, mais il a dit, voilà, lui-même, vous venez, je répète vos propos. Ouais. M. Ouattara l'a dit. Donc la personne qui a intentionnellement, d'accord, mis en place cette loi, voulait écarter M. Ouattara. Donc pour moi, c'est négatif, c'est inique. Il a été républicain. 2000, M. Guy Robert également met en place, selon vos dires, un procédé qui est aussi inique. Alors pourquoi, soudainement, il n'est plus républicain? Mais parce qu'aussi, à un moment donné, il faut savoir dire ça suffit. Ah, d'accord, on va en venir. Il faut savoir dire ça suffit. Pourquoi? Parce que après, quand je sais où, je sais où vous l'emmenez. Non. Ce débat, il va avoir de Oui, mais il faut qu'on avance sur le programme là, monsieur. Voilà. Non, j'ai pas encore fini. Une dernière question. On a eu le cas de Blaise Las, Daï Nestor. On estime que ces derniers-là ont tenu des propos, je dirais, insurrectionnels et tout. Ils ont été arrêtés. Par contre, les propos qu'ils ont tenus là, je pense que c'est le même vocabulaire aussi que le président Laurent Gbagbo depuis toujours il a tenu.
que le président Ouattara ne fera pas le 4e mandat, mais jusqu'à aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il est en liberté, mais Daï Nestor, Blaise Las, eux, ils sont enfermés. On a l'impression que... J'espère que t'es pas sérieux, on a l'impression que cette justice-là, elle est sélective, c'est-à-dire, on regarde les petits pois, on les arrête, et les gros pois, on a peur, on les laisse. Donc, à un moment donné aussi, il faut revoir tout ça. Bon, on va faire de chaque état de droit. Je sais pas si je dois répondre à ce qu'il dit. On va fermer. C'est une question qui m'a été posée. Merci. Si on l'attrape là, vous êtes un avocat, vous êtes un avocat. Non, mais on en rigole. C'est un débat. C'est un débat. Chacun dit ce qu'il pense. C'est déjà bien. Sans animosité. La liberté après l'expression. Je ne pense pas que monsieur, comme M. Gbagbo dit cela, et on écoute bien ce qu'il dit. Bon, je suis très courtois et très poli, donc passons sur ce sujet. Ok. Bah, s'il a voulu botter en touche. Bon, non. Non, parce que la réponse que je vais vous donner. Il nous reste, je regarde le chrono, il nous reste 45 minutes. C'est pour ça que je veux qu'on évacue. 45 minutes. Est-ce qu'on peut parler d'économie ou vous voulez qu'on aborde la question de la décentralisation? Allez-y. Décentralisation. Vous êtes prêts? On y va, la décentralisation. Maître. Maître, votre regard sur la politique mise en place par le pouvoir sur ces questions de décentralisation, de modernisation de l'administration ivoirienne? Écoutez, moi j'ai entendu le ministre Patrick Hachi annoncer donc la création d'un TGV Yamoussoukro Abidjan, c'est ça? Bon. Boaké. Bon. C'est précis. Yamoussoukro, Boaké. Selon ce qu'il dit, ce serait pour amorcer. C'est Yamoussoukro Abidjan et puis Boaké aussi, genre. Voilà, ce serait pour amorcer donc le transfert de la capitale. C'est un regret sur cette question-là. Depuis 2011, c'est un serpent de mer ce transfert de la capitale. Est-ce qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, vous pensez... Depuis 2000. Oui. Mais bon. Soyez précis, depuis 2000. Bon, vous avez bien repris quand même ce projet de transfert de la capitale. Ça fait 15 ans que vous gouvernez un pays qui est en paix. Ma question, quelles sont les raisons profondes pour lesquelles ce transfert de la capitale n'a pas encore eu lieu? C'est simple. Très simple la question. On a pris un pays où tous les fondamentaux étaient à zéro. Il fallait reconstruire le pays. La Côte d'Ivoire ne sort pas du néant, monsieur. Mais si, quand même. Parce qu'en 2011, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, tous les indicateurs sécuritaires, économiques étaient pratiquement nuls. Et ça procède de quoi, tout ça, ce constat? C'est parce qu'il y a eu une crise politico-militaire pendant près de 10 ans. D'accord. Vous comprenez? Donc après, quand je dis crise, ça n'absout pas le développement, parce qu'à un moment donné, il y a eu la réconciliation, il y a eu, la réunification. D'accord. Et il y a eu les accords de Marcoussis qui ont permis à ce qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Donc vous êtes comptable de ce bilan-là? Mais il y avait un président de la République qui était Laurent Gbagbo, qui avait les leviers du pouvoir, qui devait impulser une stratégie, comme le président Ouattara l'a fait quand il a pris le pouvoir. C'est parce qu'il y a un gouvernement d'union nationale que le président de la République de facto perd tous ses pouvoirs. Il peut, de façon consensuelle, s'il veut, mettre en place une politique de développement, puisque c'est lui qui a les manettes financières du pays. Donc il ne peut pas s'absoudre de cela, dire que c'est parce qu'il y a un gouvernement de réconciliation nationale. Et vous avez obéi de façon très... en tête d'un gouvernement, et puis voilà, on a travaillé avec lui. Donc après, il ne faut pas nous jeter la pierre. D'accord, donc vous dites que la Côte d'Ivoire sort du néant auquel vous avez finalement contribué, puisque vous avez co-dirigé la Côte d'Ivoire avec M. Laurent Gbagbo. Donc si la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011 c'était le néant, il y a une part de responsabilité. On peut dire aussi aujourd'hui légitimement que le RHDP gouverne la Côte d'Ivoire depuis 2000. Et pour des questions techniques rapidement, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour changer de capitale du point de vue Je pense que le RHDP saura nous le dire. Parce qu'on entend beaucoup en décentralisation, il y a Yamoussoukro, mais... C'est le transfert des institutions, déjà premièrement le transfert des institutions à Yamoussoukro, transfert de tout ce qui est administration centrale. Le Sénat à Yamoussoukro, oui, il y a un hôtel particulier, il faut qu'il y ait une présidence, il faut qu'il y ait des représentants administratifs pour que les ministères y soient logés, le logement pour les fonctionnaires, et puis voilà. Si 2030 on aura cette promesse. Bon, ce sont de lourds investissements. Maintenant, si... oublier cette promesse. Non, pas forcément l'oublier. On peut la faire de façon progressive parce qu'après, ça demande beaucoup d'argent aussi. Après, il faut prioriser les choses. Oui, mais il y a de l'argent, mais après, il faut vraiment prioriser les choses de telle sorte que le développement là, soit vraiment inclusif. Bien. Parce que quand on va commencer à faire ce genre d'investissement, on trouvera encore des personnes qui vont dire « Oh, mais pourquoi est-ce que vous ne donnez pas l'argent à temps? Pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres ici, il y a des pauvres là, pourquoi ?» Donc après, il faut que cela soit dans un cadre vraiment
très cadré pour Planifié. qu'on puisse avancer là-dessus. Ça.